Un film réalité, un film témoignage très prenant, c'était Les 100 jours à Palerme. Nous saluons la remarquable prestation de Lino Ventura. C'était un film réalisé par Giuseppe Ferrara, réalisé en 1984, un film assez courageux et chacun s'est vraiment engagé dans ce film. À présent, je vous propose de retrouver les informations. C'est Serge Molitor qui va nous présenter le JTL Digest. Tu m'entends ici? Ah, c'est ma douce Valérie. C'est notre Karine, ça. Dis donc, Jean, quel talent! Non, j'ai un truc. J'ai reconnu ton silence. C'est vrai, tu sais, Silan, c'est vraiment différent. Vous aussi, choisissez Silan et cette différence, vous la sentirez 2 fois. Tiens, touche son pull. Une douceur pareille, c'est inimitable. Respire. Même les yeux fermés, on reconnaît la fraîcheur printemps de Silan. T'as raison, on peut l'acheter les yeux fermés. Douceur caresse, fraîcheur printemps, on reconnaît Silan les yeux fermés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En l'espace de 48 heures, 5 personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées à Bruxelles dans des catastrophes provoquées indirectement par le gel. Après l'explosion due au gaz qui avait ravagé hier un quartier de la commune des Verts, une double déflagration a détruit ce matin 6 maisons de la commune de Forêt. Et le bilan est très lourd, 3 morts, 9 blessés. Jean-Pierre Martin. Deux explosions se sont produites ici, dans la même rue de la commune de Forêt, à 10 minutes d'intervalle. La première à 6h20, la plus spectaculaire. Les 2 maisons que vous voyez ont été complètement soufflées. La deuxième explosion a eu lieu 10 minutes plus tard. Là aussi, la maison était entièrement détruite. 9 personnes ont été blessées. 7 d'entre elles appartiennent à la même famille. Mais surtout, cette nouvelle catastrophe a fait 3 morts. Un couple d'une 60aine d'années et une dame de 80 ans. À l'origine du drame, le gaz encore, mais selon un témoin, l'accident aurait peut-être pu être évité. Ce que je sais, c'est que les gens en face où leurs maisons ont explosé, ils ont dit la veille, ils avaient déjà senti des émanations de gaz et ils ont prévenu personne. Et ce matin, il y a le fils du boucher qui a vu du gaz qui sortait du trottoir. Et le temps qu'il dise à son père, il faut appeler, et ça a pété. Autre conséquence du froid, la pollution atmosphérique en raison de la stagnation des impuretés dans les couches inférieures de l'atmosphère. Dans le bassin industriel de la Ruhr, en République fédérale d'Allemagne, mais aussi dans plusieurs villes belges, le seuil d'alerte a été atteint depuis hier. Le reportage à Liège de Léon Bataille. À Liège et sur le plan de la pollution atmosphérique, la cote d'alerte est dépassée de 50%. La concentration d'anhydride sulfureux, c'est-à-dire de soufre, est de 3/4 de milligrammes par mètre cube d'air, alors que le taux normal est d'1/10 de milligramme seulement. C'est là le verdict des détecteurs. Ce taux de pollution est-il réellement dangereux à son stade actuel? S'il se prolonge pendant 3 ou 4 jours ou plus, évidemment, il peut devenir dangereux. On a signalé dans des études précédentes que 3/4 de milligrammes par mètre cube d'air pendant 3 ou 4 jours provoquait une augmentation de l'absentéisme au travail, augmentation de l'absentéisme des enfants à l'école. Donc, il y a des situations un peu plus difficiles. Si la concentration augmente jusqu'à 1 mg par mètre cube, et de nouveau pendant quelques jours, on voit que les vieux bronchiteux chroniques, ceux qui ont déjà une situation difficile au point de vue respiratoire, on voit que leur état va empirer et pourrait empirer jusqu'à un état qui deviendrait difficilement réversible. Alors attention donc. En raison toujours du froid, un nouveau record de consommation d'électricité a été enregistré hier soir en France par EDF. Fort heureusement, Électricité de France devrait pouvoir rester en mesure de répondre à la demande actuelle. Philippe Carrel. Avec près de 60 000 MW, EDF a encore enregistré un nouveau record de consommation d'électricité. Si bien que les centrales tournent à pleine charge pour une production jamais encore égalée. Tout le monde est sur le pont pour faire face. Au niveau de la production, il nous reste quelques petites marges. Il ne faudrait pas, bien sûr, que le froid s'aggrave. Alors le froid serait-il une bonne affaire pour EDF?
N'exagérons rien, parce que nous avons quand même, au niveau des réseaux, des surcharges qui ont quand même cassé du matériel. Nous avons, par rapport à la norme, nous avons 20% de plus de demandes à la pointe, la production a tenu. Mais 20% sur l'ensemble de la France, il y a des endroits où ça fait 30%. Dommage, car de nouvelles recettes auraient été bien nécessaires pour pallier les 234 milliards de dettes de l'entreprise et les 900 millions de déficit de l'exercice 84. François Mitterrand, le président de la République française, a quitté il y a un peu plus d'une heure l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour la Nouvelle-Calédonie, où il restera environ 24 heures. Le chef de l'État, qui avait créé la surprise hier soir à la télévision en annonçant ce voyage, arrivera tôt samedi matin à Nouméa, compte tenu bien sûr du décalage horaire. Et il devra compter avec des manifestations d'anti-indépendantistes. Je vous propose d'écouter à ce propos la correspondante de l'agence France Presse à Nouméa, Catherine Abati. Il faut s'attendre à des manifestations à Nouméa lors de la venue de Mitterrand. Des tracts sont en effet distribués pour inviter la population à descendre dans la rue et à manifester son attachement à la France. Manifestation dans le calme et la dignité, avec les couleurs françaises, disent les tracts. Le RPCR, qui est le parti majoritaire en Nouvelle-Calédonie, se refuse à appeler à des manifestations. Mais il dit que la visite de Mitterrand permettra au président de se rendre compte que les Calédoniens veulent demeurer français. Et il est vraisemblable qu'il y aura samedi pas mal de monde dans les rues de Nouméa. Au FLNKS, c'est le silence. Djibaou a rencontré Pisani pour la première fois depuis la mort de Machereau. Peut-être pour discuter d'une éventuelle rencontre avec le chef de l'État. Mais il faudra sans doute attendre la conférence de presse du leader indépendantiste demain pour savoir si une telle rencontre est programmée. Le Premier ministre belge Wilfried Martens, lui, est rentré ce matin de son voyage aux États-Unis et il a annoncé que son gouvernement prendrait avant la fin du mois de mars une décision définitive quant au déploiement futur des euromissiles dans le Royaume. Anne Quevrin. L'événement marquant de cette visite officielle de 3 jours a été la rencontre Martens-Reagan à propos de l'implantation des 48 missiles de croisière en Belgique. Mais cette visite a aussi été mise à profit dans le domaine économique. On a eu aussi des contacts avec des firmes de haute technologie. On a eu une décision sur un contrat important avec la Chine. Ce contrat faisait l'objet d'une procédure dans le COCOM. Le gouvernement américain a donné son accord. Et on a eu surtout l'occasion de discuter longuement des négociations sur le désarmement et la position du gouvernement belge dans ce cadre. Après les informations contradictoires et les commentaires ambigus qui ont suivi sa rencontre avec le président américain, le Premier ministre a précisé aujourd'hui que le gouvernement belge prendrait fin mars sa décision d'implanter 48 euromissiles sur son territoire. Après consultation des autres membres de l'OTAN, le gouvernement fixera donc un calendrier précis du déploiement. Le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé aujourd'hui en Grande-Bretagne par une grève des cheminots, une grève de soutien aux mineurs anglais. Les explications de Philippe Malherbe. Des voies désertes, des gares complètement vides, tous les trains express ou de banlieue partant ou arrivant des 2 grandes gares londoniennes, King's Cross et Waterloo, ont été supprimés. Tout le trafic ferroviaire du centre et du sud de l'Angleterre a été perturbé. 5000 cheminots ont donc décidé une grève de 24 heures pour protester contre les mises à pied d'employés des chemins de fer qui soutiennent les mineurs en grève. En effet, une centaine de cheminots ont été licenciés temporairement car ils refusaient depuis plusieurs mois de transporter le charbon extrait des puits par des mineurs non grévistes. Sur les 300 trains transportant habituellement le minerai, une quarantaine sont actuellement en service. Or, en cette période de grand froid, le charbon fait cruellement défaut en Grande-Bretagne. Toutefois, les mineurs sont de plus en plus nombreux à reprendre le travail après 10 mois d'arrêt et de manifestations parfois violentes. 130 000 mineurs sont en effet en grève depuis le mois de mars dernier pour protester contre le projet de l'Office britannique du charbon de fermer une vingtaine de puits et de supprimer 20 000 emplois. Mais 40% d'entre eux ont repris le chemin de la mine depuis le début de l'année. Des mineurs sans doute fatigués par un si long mouvement social et pourtant, ils n'ont toujours rien obtenu de la Dame de Fer.
Football, comme on pouvait s'y attendre, tous les matchs comptant pour la reprise du championnat de France de première division, qui devait avoir lieu le week-end prochain, ont été remis à une date ultérieure en raison bien sûr de l'état des terrains. En revanche, en Italie, la Supercoupe de football a pu être disputée hier soir et Michel Platini peut s'enorgueillir d'un nouveau trophée puisque son équipe de la Juventus de Turin a battu les Anglais de Liverpool par 2-0. Baudouin Cartoyels. 39e minute de jeu en première période, Platini ouvre superbement pour Briaschi qui réussit à glisser dans la foulée de Boniek qui déboule comme un ouragan, contrôle et tire du gauche, c'est le premier but. Un but mérité car jusqu'alors la Juve n'avait cessé d'attaquer, un but que nous revoyons au ralenti. Quelques minutes plus tard, Platini qui lance cette fois Rossi sur la droite. Rossi qui ajuste un centre pour la tête de Briaschi, mais cette fois, Grobler, le gardien de Liverpool, est à la bonne place. La Juve allait cependant devoir attendre la 78e minute pour asseoir définitivement son succès. Briaschi encore lui déboule sur la gauche, il se retourne pour centrer. Un centre qui va trouver l'inévitable Boniek qui du pied gauche dévie le ballon dans les filets de Liverpool. Boniek, l'homme du match, est celui qui a littéralement offert la Supercoupe à la Juventus et dont nous revoyons le but. Pour la première fois dans l'histoire du Paris-Dakar, Thierry Sabine a été contraint aujourd'hui d'arrêter la course. La Mauritanie s'est avérée plus difficile que le Ténéré. Un vent de sable a rendu l'étape impossible, 137 km après le départ de Nema, car tous les concurrents risquaient de s'égarer. Et puisque je vous parle de sport automobile, voici maintenant des images assez surprenantes qui nous viennent des États-Unis, mais cela n'a rien à voir du tout avec le Paris-Dakar. C'est ici que ça se passe au stade Anaheim en Californie. Voici un avant-goût du spectacle qui sera proposé à plus de 150 000 spectateurs en folie. Il s'agit en fait d'un défilé de voitures qui n'ont plus de voitures que le châssis, d'engins mus par des moteurs turbo ou des moteurs jet, mais dont le point commun est leur surdimension. Alors monstre ou gadget géant, c'est comme on voudra. But de l'opération, on aplatit le plus rapidement possible le plus grand nombre de voitures. On peut aussi tirer des poids épouvantables tout en continuant d'avancer. Un sport, si l'on ose dire, qui sans conteste devient parmi les plus spectaculaires, mais certainement aussi parmi les plus nauséabonds. C'est que ces tracteurs n'ont pas de pot d'échappement, ils polluent donc épouvantablement, crèvent les tympans et créent une atmosphère irrespirable. Mais ce n'est qu'un détail et surtout, cela ne fait que commencer. Ainsi que le déclare le propriétaire de ce monstre-ci, Bigfoot, ou Grand Pied si vous préférez. La carcasse de la voiture est à 5 mètres au-dessus de la balançoire, mais Bigfoot, c'est promis, sera bientôt encore plus gigantesque. Enfin, une page musicale pour terminer ce digest. Au théâtre municipal de la ville de Luxembourg était donné aujourd'hui pour la 3e et dernière soirée consécutive un concert de l'orchestre symphonique de RTL organisé par les Soirées de Luxembourg qui viennent d'ailleurs de fêter leurs 20 ans d'existence. Au programme, la 4e suite en ré majeur de Jean-Sébastien Bach, mais aussi la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Un concert auquel ont assisté en soirée de gala leurs Altesses royales le Grand-Duc Jean et la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte. À cette occasion et pendant l'entracte, les souverains luxembourgeois ont pu admirer dans le grand hall du théâtre, en compagnie de l'artiste, l'exposition parallèle du peintre Germaas, une exposition entièrement consacrée à la musique. L'orchestre était dirigé par Léopold Daguerre et pour la 9e de Beethoven ont été applaudis également la chorale du conservatoire ainsi que la maîtrise de la cathédrale de Luxembourg.
Ainsi s'achève ce digest. Je vous souhaite à vous tous une excellente fin de soirée sur RTL Télévision. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain midi avec Marc Hautement. Au revoir. La météo vous est offerte par Tefal. Fond émaillé Durabase, revêtement Super T+. Les nouvelles Tefal, pour durer en beauté. Les prévisions météorologiques de Jean Breton qui ne nous laissent pas beaucoup d'espoir pour les prochains jours, comme nous allons le voir sur la carte Météosat. Une carte Météosat qui nous montre des nuages et des brouillards sur la France et le Benelux, et qui d'autre part nous montre, et on la voit très bien sur la carte, une vaste spirale nuageuse entre le golfe de Gascogne et la France. Vaste spirale nuageuse qui va vers l'est et qui apportera du verglas, du vent et surtout beaucoup de neige. Il fera donc assez froid. Comme vous le voyez sur la France, bien, on part sur le midi où il y aura demain quelques éclaircies. Dans l'ensemble, il faut s'attendre toujours au même type de temps, c'est-à-dire de la neige ainsi que des brouillards et un temps assez brumeux ainsi que du vent demain dans la journée. Cette nuit aussi, un temps très froid. Sur le nord-est, un temps où il y aura de nombreuses gelées. Faites donc attention si vous devez prendre la route. En effet, il y a eu aujourd'hui un léger redoux. La neige a donc fondu. Mais ce soir, avec les températures de cette nuit, il faut faire très attention car le verglas, et on vient encore de nous le dire, est très fort sur les routes. Donc si vous devez prendre votre voiture, faites attention. Il y aura aussi cette nuit de nombreux brouillards givrants. Les températures se situeront entre -6 et -17. Et demain, dans la journée, elles seront situées entre -1 et -6 degrés. Demain, c'est à 8h13 que se lèvera le soleil pour se coucher à 17h. Dur, le pont émaillé des poils Tefal. Solide, le revêtement Super T+ de Tefal. Vous n'êtes pas au début, d'en voir la fin. On a pris le risque de livrer le cadavre de Bossy chez moi. C'est son patron. C'est donc moi qu'on vise. Et ça, bon, ça vous arrange parce que ça vous mène à la mairie. Et vous, à la dépêche, vous avez envie de vous faire la mairie. Pas plutôt le maire. Il y a de gros nuages sur la mairie. Jamais j'aurais pensé que la politique soit si proche de la météo. Écoutez Gilbert, c'est pas moi qui ai signé l'article, mais j'ai toute confiance en notre service météo. Expliquez-moi comment un médecin peut laisser mourir son père sans lever le petit doigt. J'ai partagé une formidable masse de fric avec mes frères et la chère sœur. Les impôts, vous nous tombez dessus, personne ne sera d'accord et ça durera 10 ans. Donc c'est pas la peine de s'énerver. Tu ne vas tout de même pas accepter que le journal revienne à ta sœur chérie. Journal pour toi tout seul, un journal tout entier pour t'amuser. Le restant de tes jours. Fous-moi la paix! Un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera donc samedi, Château-Vallon. À présent, un autre rendez-vous littéraire cette fois. Il s'agit de la rubrique de Kit Grasse, La joie de lire. Nous allons découvrir un auteur et son livre. Il s'agit de Robert Capia pour Poupée. Bonjour. Il existe en plein cœur de Paris, dans une jolie galerie du 19e siècle,